toutes et à tous, bienvenue. Gaza ne s'est pas juste effondré sur les femmes, les hommes et les enfants de Gaza. Gaza s'est effondré sur les normes d'un droit international patiemment bâti pour conjurer la répétition des barbaries de la Seconde Guerre mondiale. Gaza s'est effondré sur les codes d'une diplomatie qui avait ses règles et ses faiblesses, mais qui tendait à pacifier les contentieux plutôt qu'à les exacerber. Gaza est désormais livré aux apprentis sorciers du transactionnel, aux artilleurs de l'intelligence artificielle et aux charognards de la détresse humaine. Et Gaza nous laisse entrevoir l'abjection d'un monde qui serait abandonné au Trump et au Netanyahou, au Poutine et au Hamas. Un monde dont l'abandon de Gaza accélère l'avènement. C'est pourquoi je choisis de conclure ce livre en Ukraine, où la perspective d'un tel monde est aussi sombre qu'en Palestine. Oui, je parle de Gaza à Kiev, comme j'ai parlé de Kiev à Gaza, parce qu'aucun peuple n'a moins de droits qu'un autre, même s'il est plus faible, surtout s'il est plus faible. Et non loin de l'université où j'interviens, à Kiev, une statue de Samson fait honneur au héros biblique. Malgré son style baroque et sa facture un peu maladroite, car ce Samson-là a les yeux grands ouverts pour mater un lion à main nue plutôt que de massacrer aveuglément des Philistins et de disparaître avec eux. Ces mots que je viens de vous lire ont été écrits en Ukraine, à Kiev, en mars 2025, et ce sont les derniers mots du livre « Un historien à Gaza » de Jean-Pierre Filiu, que nous remercions très chaleureusement pour sa venue et que nous avons la joie et l'honneur d'accueillir aujourd'hui pour évoquer ce dernier ouvrage, mais également pour revenir sur sa pratique d'historien, sur ses thèmes de recherche et sur son parcours. Jean-Pierre Filiu est historien, arabisant, professeur des universités en histoire du Moyen-Orient à Sciences Po Paris, rattaché au CERI. Le CERI, c'est le Centre de recherche international dédié aux sciences sociales de l'international. Éminent spécialiste du monde arabe, il a écrit plus d'une vingtaine de livres, traduits dans une quinzaine de langues. Il a effectué des séjours réguliers à Gaza et en Israël depuis 1980, et il a été diplomate entre 1988 et 2006 dans différentes ambassades telles que celle de Jordanie, des États-Unis, de Syrie, de Turquie ou de Tunisie. Parmi tous ces différents ouvrages que vous voyez là sur la table, on peut en signaler 6. La Révolution arabe, qui propose 10 leçons sur le soulèvement démocratique en 2011, Une histoire de Gaza en 2015, en 2019, dans Main basse sur Israël, Netanyahou et la fin du rêve sioniste, il livre une réflexion historique sur le sionisme et sur la stratégie politique de Netanyahou et de ses affidés. En 2021, il dresse dans Le milieu des mondes une histoire laïque du Moyen-Orient depuis 395. En 2023, dans Stupéfiant Moyen-Orient, une histoire de drogue, de pouvoir et de société, il brosse la trame historique du Moyen-Orient sous l'angle de la production et de la consommation de stupéfiants. Enfin, en 2024, il revient sur l'histoire du conflit israélo-palestinien du 19e au 21e siècle dans Comment la Palestine fut perdue et pourquoi Israël n'a pas gagné. Il faut également mentionner 3 autres types de publications que je vous invite également à lire. D'abord, une chronique hebdomadaire intitulée « Un si proche Orient » que Jean-Pierre Filiu tient depuis 2015 dans le journal Le Monde. Ici, à l'écran, vous avez la toute dernière chronique qui a été publiée le 14 décembre. 3 bandes dessinées dont il est co-auteur avec David B. ou Cyril Pomès et que vous retrouverez bientôt au CDI. Les 3 tomes des meilleurs ennemis, qui revisite et raconte les relations entre le Moyen-Orient et les États-Unis. Le printemps des Arabes en 2013, qui traite de la naissance et de l'évolution des mouvements contestataires dans les pays arabes à partir du 17 décembre 2010. Le 15e anniversaire, c'était hier. Cette bande dessinée, elle se conclut par la phrase suivante : « La liberté se mérite chaque jour et la démocratie est trop humaine pour ne pas être fragile. » 3e bande dessinée, La Dame de Damas, en 2015, qui prolonge le printemps des Arabes en se focalisant sur la Syrie à travers l'histoire d'une famille engagée contre Bachar el-Assad et une histoire d'amour entre Karim, un des enfants de cette famille, et Fatima, forcée d'épouser un homme du régime d'el-Assad, dont les forces armées
à l'été 2013, bombarderont et utiliseront des armes chimiques à Damas. Et enfin, 2 ouvrages sur 2 grandes figures de la musique, rock d'abord avec Jimi Hendrix, Le Gaucher magnifique en 2008, et flamenco ensuite avec Camarón, La révolution du flamenco en 2010. Dans le livre qui est au premier plan aujourd'hui, Un historien à Gaza, Jean-Pierre Fillu témoigne, en historien, de son séjour à Gaza, où il a pu rentrer le jeudi 19 décembre 2024, à pied, la nuit de son anniversaire, avec Médecins sans frontières, à qui l'intégralité des droits d'auteur du livre sont reversés pour son action à Gaza, et demeurer dans la zone humanitaire jusqu'au mardi 21 janvier 2025. S'il souligne les limites de son témoignage, dans le chapitre 1/5, malgré l'intensité de ces 32 jours et 33 nuits dans la bande de Gaza, le temps du témoignage est constamment mis en perspective de ses précédents séjours et de l'histoire de la Palestine, d'Israël, du Moyen-Orient et des relations internationales, ce qui en fait une archive précieuse et exceptionnelle sur ce que les habitants de Gaza appellent le cauchemar dans le cauchemar, c'est-à-dire celui de la domination du Hamas à l'intérieur d'une occupation israélienne. Je vous remercie pour votre attention et vous souhaite à toutes et à tous une excellente rencontre, et je renouvelle tous nos remerciements chaleureux à Jean-Pierre Fillu. Merci beaucoup. Eh bien, merci à toutes, merci à tous. Merci à vous, chers collègues, pour avoir pris l'initiative de cette rencontre. Merci à toute l'équipe enseignante du lycée François Arago qui a contribué. Et puis merci à vous d'être là. Je vous remercie sincèrement parce que, comme vous l'avez compris, ça va faire 1 an pratiquement jour pour jour que je suis rentré dans la nuit de Gaza. Je ne suis pas seulement rentré de nuit, je suis rentré dans la nuit de Gaza, dans l'horreur de Gaza. Et même si j'en suis physiquement revenu le 21 janvier 2025, donc au bout de plus d'1 mois, en fait, j'arrive pas à en retourner. J'y suis toujours un peu, beaucoup, parce que je connais les gens qui sont toujours là-bas, en tout cas ceux qui survivent, ceux qui ont échappé au carnage. Et là, je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a eu une tempête qui s'est abattue sur Gaza, avec des inondations, avec au moins 16 morts dans les intempéries, et beaucoup de nourrissons qui sont morts de froid, ce qu'on a du mal à imaginer en bord de Méditerranée. Et tout ça, moi, je l'ai vécu il y a 1 an. Déjà, la même catastrophe naturelle en plus de la guerre, et ces bébés qui meurent d'hypothermie, c'est le terme sérieux et médical, mais ça n'en est pas moins horrible. Et c'est un peu ça, Gaza, c'est toujours la même chose en pire. Et donc, j'ai du mal à en revenir par toute la solidarité que j'éprouve avec ces femmes, ces hommes, ces enfants qui sont livrés à une telle horreur. Mais j'ai aussi du mal à en revenir parce que je suis dans un pays, dans une société, dans un monde qui croit savoir ce qui se passe à Gaza et qui s'écharpe sur Gaza, se dispute sur Gaza, polémique sur Gaza, sur la base d'une conviction. Or, s'il y a quelque chose que je peux vous transmettre aujourd'hui, c'est qu'on ne sait pas ce qui se passe à Gaza. On croit savoir. Et que ça fait maintenant 2 ans, 2 mois et demi, que la presse internationale est interdite de Gaza. Donc dans notre monde hyper connecté,
dans ce monde où vous vivrez, heureusement pour vous, plus longtemps que moi. Eh bien, dans ce monde où on croit tout savoir en instantané, en fait, on ne sait pas. Et c'est parce que je savais que je ne savais pas que j'ai tenu à retourner et à vivre ce mois à Gaza et à en tirer ce témoignage, et en même temps à faire de ce témoignage un acte de solidarité, vu que l'intégralité des droits d'auteur va à Médecins sans frontières pour son action exemplaire à Gaza, mais une action qui coûte. Elle ne coûte pas seulement en termes d'argent. Médecins sans frontières a déjà 15 de ses agents qui ont été tués à Gaza. Ils ne sont pas morts, ils ont été tués. Ce n'est pas la même chose. Alors moi, Gaza, je connais depuis 1980, depuis que j'ai 18 ans. Moi, j'ai fait ma scolarité à Amiens, intégralement. Et comme arrivé au bac, j'en avais un peu marre d'Amiens, j'ai pris la seule formation qu'il n'y avait pas à Amiens, parce qu'à Amiens, il y a pratiquement toutes les filières possibles à l'université. Et donc j'ai pris Sciences Po, pas du tout par vocation. Alors après, il faut dire, oui, moi j'avais la vocation, pas du tout. J'ai pris pour quitter Amiens. Et quand j'ai été à Sciences Po, c'était des formations beaucoup plus courtes, beaucoup plus souples. Eh bien, j'avais proposé, et à l'époque, on m'avait dit, bah oui, d'aller faire un mémoire de diplôme dans les camps palestiniens du Liban, hein, où j'étais allé en partie en stop. Je ne dis pas depuis la France, vu que j'ai quand même pris un bus jusqu'à Istanbul. Donc, j'ai passé une partie de l'été 1980, donc l'été de mes 18 ans, avec les Palestiniens du Liban, ce qui correspondait à ma recherche, mais je ne pouvais pas ne pas aller aussi en Israël pendant le même été. Donc, comme c'était déjà la guerre entre le Liban et Israël, qui n'a pas de frontière commune, ça a été un peu compliqué, je vous passe sur les détails. Donc je suis passé par l'Égypte, donc ça veut dire que je suis rentré en Israël par Gaza. Ce qui est intéressant, de découvrir Israël par Gaza. Et donc en Israël, j'ai aussi vécu, je suis allé dans un kibbutz, et c'était très important, même si, voilà, on est en 1980, on est très très loin de la reconnaissance de l'Israël et de l'Organisation de libération de la Palestine qui aura lieu en 1993, qui fondera le processus de paix. Donc au Liban, je ne pouvais pas dire que j'allais en Israël, et en Israël, je ne pouvais pas dire que je revenais du Liban. Mais j'avais déjà cette conviction qui va se matérialisé par ce qui est apparu avec le processus de paix, qui est la solution à deux États, hein, Israël et la Palestine. Et à l'époque, ça paraissait impossible, comme aujourd'hui, ça paraît impossible. Donc, il ne faut pas désespérer, jamais. Et donc, Gaza, 1980, puis j'y retourne, à des titres divers. Quand je suis diplomate, basé en Jordanie, je vais à Gaza. C'est la première intifada à l'époque, hein, qui est un soulèvement non armé de la jeunesse de Gaza, qui s'est étendu aux autres territoires palestiniens et qui a forcé d'abord l'OLP, donc l'Organisation de libération de la Palestine, à reconnaître Israël, et ensuite Israël à rentrer dans ce processus de paix avec les Palestiniens. Tout ça est parti de Gaza. Donc, jamais oublier que Gaza a pu être un facteur de paix qui a poussé les deux peuples à s'entendre. Alors Gaza, moi je m'y suis de plus en plus intéressé, parce que bon, quand on est historien, on sait une chose assez simple, c'est que le prochain livre sur le même sujet sera meilleur que celui qu'on écrit. Parce qu'un historien se nourrit toujours des œuvres qui l'ont précédé, et il essaie de les compléter pour qu'elles-mêmes soient complétées par le livre suivant. Et donc, moi je vois, j'ai commencé à parler l'arabe dans les camps palestiniens du Liban, et puis après je suis allé l'apprendre à Langso. Et donc, pour moi, l'arabe a toujours été une langue vivante.
Hein, moi, je parle arabe, je fais toujours des fautes de grammaire, mais ce n'est pas grave, vu que l'important, c'est de communiquer. Hein, et donc, j'ai cette facilité, je n'ai pas de filtre. Je peux accéder à la réalité palestinienne directement, hein, sans interprète ou interprétation intermédiaire. Et donc, je vois que dans cette historiographie, dans tous ces livres qu'il y a écrits sur la Palestine, étrangement, il n'y a pas de livre d'histoire sur Gaza. Il y a des historiens qui ont travaillé sur Gaza dans l'Antiquité, sur Gaza à l'époque ottomane, sur Gaza à l'époque des Britanniques, mais il n'y a pas un livre qui essaie de comprendre ce que c'est Gaza. Et donc j'écris, il y a maintenant, il y a une quinzaine d'années, enfin, 13 ans, une histoire de Gaza, qui est la première histoire qui prend Gaza comme sujet. Alors qu'en fait, on voit bien que jusqu'à la catastrophe actuelle, Gaza, c'est toujours un peu périphérique, c'est un peu marginal, comme si la vraie histoire se passait ailleurs. Hein, se passait au Liban, quand l'OLP était à Beyrouth, se passait à Jérusalem, ou à Ramallah, où Arafat s'est installé quand il a pris la présidence de l'autorité palestinienne, après avoir eu celle de l'OLP. Et que, en fait, Gaza intéressait assez peu. Alors, quand je demandais à mes différents collègues, je me rendais compte, parce que souvent, voilà, les historiens disent « Ah oui, on fait cela parce que c'est important, la méthodologie. » Puis, à la fin, c'est la vie. Hein, quand on va consacrer 1, 2, 3, 5 années de sa vie à un sujet, il faut aimer le sujet, il faut aimer y être, il faut aimer y vivre. Et moi, j'ai toujours aimé Gaza. J'ai toujours aimé Gaza. Mais je sais que ce n'est pas général. Il y a plein de gens qui ne sont pas à l'aise à Gaza, qui trouvent que c'est un peu pesant, que c'est un peu conservateur. Moi, j'y voyais, en tout cas avant la catastrophe actuelle, une vraie société, hein, très, très forte, très, très solidaire. Alors évidemment, avec ses valeurs, hein, qui pouvaient être traditionnelles. Mais il faut voir que Gaza, c'était une espèce enfin, c'est une enclave, mais c'était aussi un huis clos où il se passait plein de choses qu'on ne voyait pas de l'extérieur. Donc, quand j'expliquais que la plus grande densité de groupes de rap du monde arabe, c'était à Gaza, qu'on avait plusieurs dizaines de groupes de rap dans ce petit territoire, les gens n'étaient pas au courant. La création artistique, la création cinématographique, la poésie de Gaza, c'était très important. Alors moi, ça ne m'étonnait pas parce que, ayant fait l'histoire de Gaza, je savais que Gaza, pendant des millénaires, il ne faut jamais oublier que Gaza, Rafah, ce sont des villes qui ont des millénaires d'histoire. Hein. Khan Younes, dont voilà, dimanche prochain je vais quand même un peu raconter l'histoire, bon, c'est plus récent, enfin, c'est quand même depuis le XIVe siècle. Hein, ça n'a pas commencé avec la tragédie actuelle, ce sont des longues histoires. Et Gaza, fondamentalement, c'est une oasis. Hein, c'est une oasis très fertile, très riche, avec le Wadi Gaza, le fleuve de Gaza qui se jette dans la Méditerranée. Et donc on le voit là sur la carte, qui est la carte de Gaza en octobre 2023. On a le Wadi Gaza qui est au sud de la ville de Gaza, qui était le fleuve le plus important. Le Jourdain, c'est vraiment un ruisseau en comparaison. Et donc on avait une vraie zone humide, qui était la plus grande de la région, où on avait donc très naturellement une ville importante, un carrefour entre le Levant et l'Égypte, mais aussi un carrefour entre la péninsule arabique et la Méditerranée, avec des caravanes qui venaient depuis le Yémen pour commercer avec Gaza. Donc Gaza, ce carrefour, est devenu en 1948,
avec la création de l'État d'Israël, une bande. Alors déjà ça, c'est rien que ce mot, voilà, c'est une bande, strip, keta, un morceau, un bout en arabe, voilà, qui fait donc 365 km². Et cette bande, comment a-t-elle été tracée? Elle a été tracée par le fer et par le feu, par la guerre, par la première guerre israélo-arabe qui s'est conclue par la victoire d'Israël, mais aussi par la disparition de la Palestine. Vu que 77% du territoire de ce qui était la Palestine a été incorporé à l'État d'Israël, 22% ont été annexés à la Jordanie, c'est Jérusalem-Est et la Cisjordanie, et puis on a 1%, la bande, qui est restée sous administration égyptienne, mais sans devenir un territoire palestinien autonome. C'était le régime militaire égyptien qui le gérait. Et sur cette bande de territoire, donc qui correspond au cessez-le-feu entre Israël et l'Égypte, on a un quart de la population arabe de Palestine. Donc, avec la proclamation de l'État d'Israël en 1948, les Juifs et les sionistes deviennent des Israéliens sur la terre d'Israël, et les Arabes de Palestine deviennent des Palestiniens qui, eux, n'ont plus de pays, vu que celui-ci, comme je viens de le rappeler, a disparu. Donc, sur le territoire de Gaza, 25%, 1%, donc les habitants de Gaza parlent de l'arche de Noé, parce qu'en fait, il y a des représentants de toute la Palestine. Il y a une majorité qui vient du sud de la Palestine, parce qu'ils ont été refoulés par la guerre sur le bord de la Méditerranée, mais on a des réfugiés qui viennent de toute la Palestine. Et on va avoir à Gaza la plus forte proportion de réfugiés palestiniens du monde. C'est-à-dire qu'il y a des réfugiés palestiniens en Cisjordanie, en Jordanie, en Syrie, au Liban, dans le reste du monde arabe, ailleurs. Mais à Gaza, on avait en 1948 80 000 habitants de Gaza, qui vivaient dans la ville de Gaza, dans la ville de Khan Younes, dans la ville de Rafah. Et maintenant, on va avoir 200 000 réfugiés. Je parle de 1948. Donc, on a plus de 2 tiers de la population de Gaza qui est constituée de réfugiés. Et vont avoir à côté de chaque ville de Gaza un camp de réfugiés qui va souvent être plus nombreux que la ville elle-même. À Rafah, Khan Younes. À Gaza, on va avoir différents camps de réfugiés. On va en voir dans le nord, on va avoir la ville de Jabalia, le camp de Jabalia, etc. Donc c'était inévitable qu'une telle concentration fasse de Gaza un foyer du nationalisme palestinien. Et donc Gaza, c'est la Palestine. En tout cas, moi, c'est ma thèse depuis déjà de longues années. Et donc, depuis de longues années, je dis soit on veut régler la question palestinienne, et je suis convaincu, on en reparlera peut-être, que la solution à 2 États est la seule solution à la fois juste et durable, soit on ne veut pas régler cette question, et donc ça veut dire que chaque guerre à Gaza sera plus effroyable que la précédente. La guerre qui ravage Gaza depuis le bain de sang terroriste du Hamas en Israël le 7 octobre 2023 est la 15e guerre d'Israël à Gaza. Mais c'est de très très loin la plus meurtrière et la plus dévastatrice. Donc moi je connaissais Gaza plutôt bien, plutôt mieux que la plupart de ceux qui en parlent ici ou là, et je sentais que je perdais pied, que j'avais beau avoir cette connaissance, les cartes, les documentations, être branché sur les uns et sur les autres, recevoir des images en direct, avoir les statistiques, faire des tableaux, je sentais que tout ça devenait de plus en plus abstrait. Alors, moi j'ai une approche de l'histoire qui est l'histoire du temps présent. C'est-à-dire que l'histoire
je considère qu'il faut aller sur le terrain pour la faire. Je l'ai fait pendant les soulèvements démocratiques du monde arabe, je l'ai fait pendant la révolution syrienne, en m'infiltrant dans Alep et en vivant là-bas. Et là, j'avais une obligation intellectuelle, si je voulais continuer à parler de manière légitime de Gaza, d'aller sur place. Et pour aller sur place, il n'y avait pas 36 solutions, il n'y en a qu'une. Comme vous le savez, la presse est interdite de Gaza depuis le 7 octobre 2023. La presse internationale, il y a la presse locale palestinienne qui a payé un tribut très lourd. On est à plus de 200 journalistes palestiniens tués. Il faut savoir que la bande de Gaza est le territoire du monde le plus dangereux pour les journalistes. 3/4 des journalistes tués dans le monde en 2023, c'était à Gaza, 2/3 en 2024 et la moitié en 2025. Mais c'est aussi l'endroit du monde le plus dangereux pour les personnels de santé, pour les humanitaires. Donc on peut y aller qu'avec une organisation humanitaire. Donc moi j'ai fait de l'humanitaire avant d'être diplomate, avant d'être universitaire. Je n'avais jamais travaillé pour Médecins sans frontières, mais j'avais fréquenté Médecins sans frontières sur différents théâtres, entre autres dans l'Afghanistan sous occupation soviétique. Et donc Médecins sans frontières a trouvé un intérêt à m'avoir, donc j'ai travaillé sur place, mission de contexte, d'évaluation, de sécurité, je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais ce n'est pas Médecins sans frontières qui m'a demandé de leur donner mes droits d'auteur. Ça, c'était mon choix, parce que face à l'horreur de Gaza, je voulais faire un geste concret. Et ce que fait Médecins sans frontières à Gaza est très concret. Il y a évidemment l'assistance médicale. Médecins sans frontières est présent depuis 2 décennies à Gaza, donc a une vraie histoire, un vrai respect dans la population palestinienne. Mais il faut savoir aussi que, par exemple, Médecins sans frontières distribue une bonne partie de l'eau potable. À la fois s'occupe de la désalinisation et de la purification, et ce qui est encore plus important, de la distribution par camion-citerne. Donc, on ne peut rentrer à Gaza, ça je le savais depuis longtemps, que si on est coordonné. Alors, vous avez évidemment, et pas seulement au lycée, fréquenté George Orwell et 1984. Vous savez ce que c'est qu'un monde orwellien. Un monde orwellien, c'est un monde où les mots soit veulent dire leur contraire, soit sont des euphémismes. On ne dit pas les choses terribles. Donc quand on dit coordination, ça a l'air, coordination, oui. Non, coordination, c'est implacable. Coordination, ça veut dire que tout ce qui rentre à Gaza, que ce soit les personnes ou les biens, doit être autorisé par Israël. Et ça, bien avant le 7 octobre 2023. Donc Israël a effectivement retiré ses militaires et ses colons en 2005 de la bande de Gaza, mais toujours du point de vue du droit international resté la puissance occupante à Gaza, parce qu'elle contrôle les frontières terrestres, maritimes, l'espace aérien, et que tout ce qui rentre doit donc être autorisé, coordonné. Alors la coordination, ça veut dire que les Nations Unies, la Croix-Rouge internationale, Médecins sans frontières demandent l'autorisation à Israël de faire entrer un camion d'aide ou un médecin ou tel ou tel membre comme moi de sa mission. Et Israël peut accepter ou refuser, sans donner la moindre explication. Alors moi, je suis plutôt patient et méthodique. Donc tout le temps que j'avais passé à travailler sur Gaza, j'avais toujours insisté pour rentrer par le territoire israélien. Il y avait à l'époque une alternative qui était l'Égypte. Mais je voulais toujours être coordonné par les Israéliens, que les Israéliens à la fois sachent que je rentre et que d'une certaine façon, ils se sentent un peu responsables, si j'ose dire.
Alors voilà, je rentrais, alors je disais, voilà, je vais faire une conférence. Bon, et pour obtenir la coordination, je disais, je vais faire une conférence sur Gaza, voilà, des pharaons aux Byzantins. Voilà, comme ça, je me disais, voilà, peut-être que je vais avoir l'autorisation. Et généralement, l'autorisation était donnée la veille pour le lendemain, parfois le matin pour l'après-midi. Il fallait aller très vite pour pouvoir rentrer dans Gaza. Donc j'avais une histoire de coordination. J'avais été coordonné souvent. Hein, et à mon avis, c'est pour ça que j'ai pu rentrer. Hein, mais c'est toujours l'idée. Hein, le chercheur en sciences sociales, il doit mettre un pied dans la porte. Hein, parce que les terrains, surtout au Moyen-Orient, ben, c'est pas facile. Hein, et c'est de moins en moins facile. Et moi, j'avoue que j'ai beaucoup de problèmes de conscience à y envoyer mes doctorants ou les étudiants qui travaillent sous ma direction parce que je suis un peu papa poule. Voilà, je m'inquiète. Et au Moyen-Orient, on a franchement des vraies raisons de s'inquiéter. Hein. C'est très dangereux. Et dans tout le Moyen-Orient, Gaza, c'est vraiment l'endroit le plus dangereux qui soit. Donc, on est dans cette situation où on a une procédure très compliquée, qui est faite pour être compliquée. Il faut savoir que les Israéliens ont toute une bureaucratie de l'occupation pour, au fond, dégoûter, qu'on laisse tomber, qu'on dise bon, bah, on arrête, c'est pas possible. Et à ce moment-là, les Israéliens disent bah, c'est vous qui avez décidé d'arrêter, hein, nous on était prêts. Voilà, c'est toujours, on renverse la charge de la preuve. Donc les Israéliens considèrent que l'aide humanitaire, elle ne passe pas par Israël. C'est une fiction, vu qu'on est obligé d'entrer par Israël. Donc ça veut dire qu'on doit aller en Jordanie, donc de l'autre côté d'Israël, et qu'il y a ce qu'on appelle un corridor humanitaire hein, qui va aller jusqu'à Gaza, et que donc on doit partir avec un bus des Nations Unies, et on doit changer avec un bus israélien à la frontière sur le Jourdain. On a la police militaire israélienne qui escorte. On ne peut pas s'arrêter en territoire israélien, vu qu'en théorie, on ne fait qu'y passer, hein, donc on ne peut pas s'arrêter. Et on arrive à Gaza. Donc, pour faire très simple, notre convoi, on était une vingtaine, hein, dont on était 3 de Médecins sans frontières, donc un Américain, une Norvégienne et moi-même. Notre convoi, il y avait d'autres organisations humanitaires, donc notre convoi a été retardé parce que même s'il était coordonné, ils ont quand même interrogé et emprisonné un membre du convoi. Hein, qui n'ont relâché que plusieurs semaines plus tard. Membre qui était envoyé par une organisation australienne. Et donc on arrivait trop tard à l'entrée de Gaza, c'était fermé. Et donc pendant 3 heures, les militaires israéliens se sont demandé ce qu'ils allaient faire de nous, vu qu'ils ne pouvaient pas nous garder en Israël, vu qu'en théorie on n'était pas en Israël. Donc il fallait vraiment se débarrasser de nous. Donc finalement, ils se sont débarrassés de nous en nous faisant entrer par un trou dans la barrière qu'il y a autour de Gaza, de nuit. Donc ça, c'était il y a 364 jours, hein, parce que c'est quand même impressionnant. Hein, parce que, bon, moi j'ai une pratique des théâtres de guerre. Hein, Afghanistan, Irak, Syrie, Somalie, Bosnie, Liban. Et moi, voilà, j'ai donc 64 ans demain, j'ai jamais eu une égratignure de ma vie. Hein, parce que je suis raisonnablement peureux. C'est-à-dire, je sais qu'il y a plein de choses qu'il ne faut pas faire. C'est-à-dire que parfois, bon, quand j'étais à Alep ou ailleurs, les copains me disaient « Mais pourquoi tu baisses la tête ?» J'ai dit « Je préfère baisser la tête là, on ne sait jamais. » Voilà. Donc je prends toujours plus de précautions. Donc, rentrer de nuit dans une zone de guerre en étant escorté par des militaires qui peuvent être la cible de forces locales, ça c'est quelque chose qu'il ne faut jamais faire. Mais le pire, si j'ose dire, c'est tomber sur les Nations Unies qui nous récupèrent une fois qu'on est à l'intérieur,
avec toute la sécurité des Nations Unies. Bon, vous savez, bon, vous avez tous vu toutes les séries. Go, 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 yeah, wow, c'est les professionnels de la sécurité. Et eux, ils ont des gilets pare-balles et un casque. Et évidemment, moi, en bon français, la première chose que je dis, c'est pourquoi vous en avez, pas nous. Hein, parce que voilà. C'est sûr que vous êtes très professionnels, mais il faut quand même nous protéger autant que vous, si vous êtes si professionnels que ça. Donc ça, c'était mon arrivée à Gaza, de nuit. Et après, je suis resté donc un peu plus d'un mois, 33 nuits et 32 jours, dans ce que vous voyez sur la carte, donc, qui est la zone humanitaire. Alors pareil, quand vous entendez zone coordination, ça fait très fluide. Zone humanitaire, vous dites, ah, c'est bien, zone humanitaire. C'est l'enfer. C'est l'enfer. Parce que vous avez sur, voilà, à l'époque c'était sur 70-80 km², sans doute 1,5 million de femmes, d'hommes et d'enfants. Hein, donc, pourquoi on l'appelle zone humanitaire? À cause de la coordination. C'est-à-dire que dans ce qui n'est pas la zone humanitaire sur la carte, hein, qui est avec les petits points, eh bien, vous devez être coordonné. C'est-à-dire non seulement vous êtes coordonné pour rentrer dans Gaza, mais tous les déplacements que vous devez faire dans la zone qui est en rose pâle ou en rose foncé, les Israéliens doivent vous donner l'accord. Parfois pour faire 200 mètres. Hein. Alors, ce n'est pas parce qu'ils vous donnent l'accord que vous ne pouvez pas vous faire tuer. Hein. Et dans ces cas-là, ils expliquent, ah oui, il y a une erreur, incompréhension. Mais ce qui est certain, c'est qu'y aller sans leur accord, alors là, c'est vraiment prendre des risques très très lourds. Hein. Donc à l'intérieur de la zone humanitaire, on a juste besoin de notifier les déplacements. Hein. Et théoriquement, la zone humanitaire est préservée des bombardements. Quand j'y étais, c'était quand même un bombardement par jour. Hein. Donc tout est très relatif. Et c'est des bombardements sur donc des zones très denses, essentiellement de tentes, ce qui veut dire que quand il y a un bombardement, c'est affreux. Généralement, les bombardements, c'est assez affreux, mais un bombardement sur des tentes, ça l'est encore plus, parce que les personnes sont brûlées vivantes, et le feu s'étend très vite à cause du plastique, à cause de la proximité des tentes. Alors, moi, je connaissais, comme je vous l'ai dit, Gaza depuis plus de 40 ans, mais j'ai mis plusieurs jours à reprendre mes repères. Hein, ça aussi, c'est important du point de vue des sciences sociales, où on est. Et en fait, on ne sait pas où on est. On ne sait pas où on est parce que tout est détruit. Et qu'on n'a pas de point de vue au sens propre. Parce que tous les immeubles ont été détruits. Hein, les Israéliens ont visé spécifiquement les maisons pour qu'il n'y ait pas d'étage. Donc ça veut dire qu'on n'a pas un surplomb d'où regarder. Donc ça veut dire que pendant, mais littéralement des heures, on circule dans une mer de tentes. Et on circule très lentement parce qu'il y a la densité, il y a des enfants partout, il y a des embouteillages relatifs, hein, vu que c'est des carrioles, c'est des tuk-tuk. Alors les tuk-tuk ou même les voitures fonctionnent au gaz de cuisine parce qu'il n'y a plus de carburant. Hein, et il y a ce que les Palestiniens appellent les bétaillères, hein, qui sont les carrioles avec voilà, une espèce de planche derrière et 4 roues sur lesquelles on entasse des femmes et des hommes pour circuler, hein, vu qu'il n'y a pas de carburant. Donc les Palestiniens disent que leur meilleur ami, c'est l'âne. Hein, parce que les ânes, eux, ne les ont jamais trahis. Ils ont toujours été là pour les transporter. Parce que dans cette mer de tentes, vous avez des gens qui ont été déplacés 1 fois, 2 fois, 5 fois, 10 fois. Hein. Et bon, la première fois, peut-être qu'ils avaient assez d'argent pour louer un taxi. La deuxième fois, c'était un tuk-tuk. Ben, la troisième fois, soit ils allaient à pied, soit ils avaient besoin d'un âne. Donc il y a ce rapport. On dit l'âne nous a plus aidés que tous les Arabes, l'âne nous a plus aidés que les Nations Unies.
Et on ne parle même pas de l'Europe, parce qu'à Gaza, il n'y a pas d'Europe. Bon, l'Europe est absente, mais il n'y a aucune présence européenne, aucun drapeau européen, et aucun responsable européen qui s'est rendu sur place. Les seuls responsables internationaux sont les Nations Unies, la Croix-Rouge internationale et les ONG comme Médecins sans frontières. Et Médecins sans frontières, même si ça a été fondé en France, c'est par définition Médecins sans frontières. Donc moi, dans l'équipe où j'étais, j'ai pu travailler avec des Japonaises, des Américaines, des Chinoises. Je mets ça au féminin parce que c'est très féminin, l'humanitaire. Il y a en fait assez peu de messieurs, et ils sont généralement dans la logistique. Les soins et l'administratif sont plutôt gérés par des femmes. Donc il fallait que je reprenne mes repères, que j'apprenne aussi ce que c'étaient les limites de cette zone humanitaire. Alors, j'étais relativement privilégié, vu que j'avais de l'eau potable, ce qui est un luxe à Gaza très rare, vu que quand on a de l'eau, elle est généralement polluée par les matières fécales, par le sel, il n'y a aucune hygiène à Gaza. Donc l'eau est tout autant porteuse de maladies qu'elle peut soulager la soif. J'avais un petit déjeuner et un dîner, ce qui est bien, ce qui est même très très bien pour Gaza. Et puis j'étais au sec, ce qui, vu les intempéries que je vous ai décrites, était là aussi très enviable. En revanche, les endroits où on vivait, où on travaillait, étaient censés être protégés. Je peux vous dire qu'ils ont touché. Alors certes, c'était des éclats, voilà. Oui, c'était pas vous qu'on visait, mais enfin un éclat, ça peut tuer. Voilà, un morceau de métal incandescent, comme j'en ai vu tomber tout près de moi, si vous le prenez dans la tête ou ailleurs, c'est fini. Donc, mais j'avais ce privilège que je reconnais, et puis cette facilité d'accès. C'est-à-dire que moi, à Gaza, je suis une éponge. C'est-à-dire que je prends tout ce qu'on me dit, en le comprenant directement, mais je vois tout ce qui est écrit, et puis comme j'ai ce passé de Gaza, je peux effectivement interpréter tout de suite, ou avec des délais relativement courts, les événements, les scènes auxquelles j'assiste. Et ce que j'ai fait, parce que c'était comme ça, je ne pouvais pas faire autrement, j'étais tellement submergé par l'émotion qu'en fait j'ai commencé à écrire le livre à Gaza. Et je crois que ça se ressent, qu'il y a l'émotion de ce qu'il y a à Gaza. Alors voilà, c'est pas pour faire le kéké ou que sais-je, mais vraiment c'est inimaginable ce qui se passe là-bas. Et donc moi, mon grand défi, ça a été trouver les mots. Et en fait, les mots, ce qu'il faut, on voit bien, il y a des surenchères verbales, surtout dans le cadre des polémiques franco-françaises ou autres. Moi, j'ai essayé de trouver les mots les plus simples, et de faire en fait un chapitre sur l'eau, un chapitre sur la mort, sur la débrouille. La débrouille, voilà, c'est terrible, la débrouille. La débrouille, on peut dire, oh, qu'est-ce qu'ils sont inventifs, qu'est-ce qu'ils sont résilients. Non, la réalité, c'est qu'il faut faire des choses assez dégradantes pour pouvoir continuer non seulement de vivre, mais surtout de nourrir ses enfants. Gaza, c'est voilà, le bilan minimal de tuer. Je ne parle pas des morts indirectes, d'épidémies, de faim, de manque d'accès aux soins, etc. Le bilan minimal, c'est 70 000 morts, dont 20 000 enfants. 20 000 enfants. C'est-à-dire que les chiffres à Gaza donnent le vertige. Donc ce qu'il fallait trouver, c'est des exemples concrets qui permettent d'éclairer l'horreur de ce qui se passait là-bas. Et donc j'ai écrit,
Et le livre, lui, il vit sa vie. Hein. Il va être traduit en hébreu comme en arabe, donc j'ai proposé d'aller le présenter aussi bien aux Israéliens qu'aux Palestiniens. Mais il est déjà traduit en allemand, en italien, en suédois, en anglais. Et bon, le livre a fait la couverture du Sunday Times. Hein, et c'est très intéressant. C'était évidemment très émouvant parce que la couverture, c'était une photo de Gaza, mais en fait, c'était comme une crèche sous une tente, hein, à l'approche de Noël, hein, avec les enfants. Voilà, c'était très étonnant l'image qu'ils ont choisie. Donc, moi j'ai vécu cela, et j'ai vécu leurs émotions, leur douleur, leur deuil, hein, qui est terrible, vu qu'on est dans des proportions de mort juste vertigineuses. Et en même temps, je le savais déjà, mais j'ai vu sur place que la vraie résistance des femmes, des hommes et des enfants, et les enfants de Gaza, c'est de garder leur dignité. Parce que tout est fait pour les abaisser, pour les dégrader. Hein. Or, le cœur de l'action humanitaire, c'est pas seulement d'amener de l'aide médicale, de l'assistance alimentaire, c'est de l'amener dans la dignité, dans le respect des plus vulnérables, pour qui la dignité est le bien le plus cher. Parce que c'est ça, et tous les matins, et je l'ai écrit dans le livre, je les voyais par une espèce de miracle arriver au bureau, vu que je travaillais avec eux, droit, propre, le plus serein possible, parce que cette dignité, c'est leur bien le plus cher. Donc je ne pouvais pas ne pas rendre hommage à cette dignité, ne pas essayer de la restituer. Or, on voit bien que tout ce qui s'est passé cette année, qui est bien pire que ce que j'ai connu, hein, Gaza, c'est toujours la même chose en pire. Hein, c'est pour ça que c'est un peu, à la fin, usant. Hein, c'est qu'on a connu l'été dernier une famine à Gaza, hein, qui a emporté des centaines de personnes, qui va laisser des séquelles probablement sur toute une génération. Hein, il faut savoir que les enfants, sur 6 enfants qui sont nés cet été à Gaza, il y en a un qui est né à moins de 2,5 kg. Et on sait que ça compromet la survie, ou en tout cas le développement normal. Donc dès la naissance, condamné dès la naissance, hein, pour ceux qui ne sont pas morts-nés, parce qu'il y a aussi une proportion très forte de morts-nés. Donc la dignité. Hein, et on voit que quand Donald Trump, Benjamin Netanyahou prétendent faire de l'humanitaire, ça tourne au carnage. Hein, on a vu ça cet été avec les distributions dans des conditions indignes et très périlleuses, où on tue les gens sous prétexte qu'ils présenteraient une menace. Hein. On a eu des milliers de personnes, de victimes. Hein. Donc ça, c'est tout ce qu'il ne faut pas faire, hein, du point de vue humanitaire. Quand je disais « on sait mais on ne sait pas », cette photo, c'est une des photos les plus fortes qui soit sortie de Gaza. Moi, j'ai beaucoup d'amis journalistes palestiniens qui font un travail extraordinaire à Gaza, qui risquent littéralement leur vie, hein, vu qu'eux-mêmes disent que le gilet presse, en fait, nous expose plutôt qu'il nous protège. Hein, Et donc ça, c'est Mohamed Salem qui a obtenu... c'est la palme d'or du photojournalisme, hein, World Press Photo à Amsterdam, pour cette photo qu'on a surnommée la Pietà de Gaza. Hein, c'est une tante qui récupère son neveu mort, hein, donc évidemment tout bébé. Et donc cette photo, elle a été honorée. Je la compare à une autre photo. Là, cette photo-là,
elle a non seulement fait le tour du monde en 1972, c'est la petite fille au napalm, bon, vous la voyez courant, voilà, toute nue, brûlée en partie, mais non seulement cette photo, voilà, toute personne qui vivait en 1972 l'a vue, mais surtout ça a changé l'opinion aux États-Unis contre la guerre du Vietnam en disant bah, s'il se passe des choses comme ça, c'est affreux. Et l'année d'après, vous avez l'accord de paix qui est signé entre les États-Unis et le Nord-Vietnam. Or, les photos de Gaza, il y a celles qu'on a vues, il y en a beaucoup d'autres, il y en a tous les jours, vous pouvez voir ça sur Instagram, des photos souvent très belles, je parle artistiquement, qui montrent une horreur terrible, une tragédie indicible, mais on voit bien, c'est ce monde, c'est qu'en fait, on est saturé d'informations et d'une certaine façon, ça tue l'information. Ça n'informe plus, ça occulte. Moi, ce que je vois dans Gaza, et c'est pour ça qu'en sortant de Gaza et avant que le livre soit publié, je suis retourné en Ukraine. Moi, je vais en Ukraine. J'y suis allé 3 fois depuis l'invasion russe, j'y étais allé avant. J'ai enseigné en Ukraine, donc à des Ukrainiennes et des Ukrainiens un peu plus âgés que vous, mais pas tant que ça. Donc là, c'était pas les sirènes de la récréation, c'était les sirènes d'alerte des bombardements qu'on avait en Ukraine. Et j'ai, pour ceux qui ne voient pas, j'ai mon hoodie ukrainien, Fight Like Ukrainians, avec les couleurs de la résistance ukrainienne. C'est très important. Or, vous voyez qu'actuellement, il se passe des choses terribles en Ukraine parce que ce sont les mêmes personnes que Trump a envoyées pour négocier sur Gaza et pour négocier sur l'Ukraine. C'est les mêmes, Steve Witkoff et Jared Kushner. Et elles ont un point commun, c'est qu'elles n'ont jamais mis les pieds à Gaza, elles n'ont jamais mis les pieds en Ukraine. En revanche, pour elles, négocier, c'est négocier avec Netanyahou et négocier avec Poutine. Et, aux surprises, la négociation est favorable à Netanyahou et à Poutine et pas aux plus faibles. Alors qu'en Europe, évidemment, on est très attaché à la défense de l'Ukraine, à la fois par solidarité, mais aussi parce que ça met en cause la sécurité de l'Europe en général. Et donc, moi j'ai vu à Gaza un monde qui prépare ça, qui prépare le transactionnel. Vous aviez le multilatéral, l'international, le juridique, et là maintenant vous avez le transactionnel, c'est-à-dire ah bon, il y a une résolution de l'ONU, tant pis. Ah bon, il y a des conventions de Genève sur comment on doit traiter la population d'un territoire occupé, tant pis. Ah bon, il y avait la Déclaration universelle des droits de l'homme, tant pis. C'est-à-dire que tout cet ordre qui est hérité de l'après-Seconde Guerre mondiale, l'ONU c'est 1945, enfin tout ça vous l'avez étudié, la Déclaration universelle des droits de l'homme c'est 1948, les conventions de Genève c'est 1949. Eh bien tout ça, à Gaza, c'est piétiné, violé tous les jours. Tous les jours. Mais comme on n'a pas la presse à Gaza, on a une impression amortie, assourdie de ce qui s'y passe. Et du coup, on ne prend pas conscience non seulement de la gravité des souffrances qui sont infligées à la population civile, mais aussi la gravité des conséquences pour nous, surtout en Europe. Parce que Poutine et Netanyahou, moi je l'avais écrit il y a déjà 2 ans, pendant 1 an, ils ont voulu poursuivre la guerre à Gaza et en Ukraine, le temps que Donald Trump revienne à la Maison-Blanche. Et ils n'ont pas été déçus, vu que Donald Trump leur est très favorable. Donc on est dans cette situation qui est évidemment un cauchemar pour l'Europe, ce qui veut dire que ce qui se joue à Gaza n'est pas une guerre moyen-orientale de plus. Ce qui se joue à Gaza, et c'est pourquoi je suis reconnaissant de cette invitation devant vous, c'est pourquoi j'ai pris le temps de vous l'exposer, c'est de l'ordre de l'universel.
C'est-à-dire que c'est à Gaza que d'une certaine façon se joue le destin de l'Europe, mais aussi de notre monde. Et que tant que les femmes, les hommes et les enfants de Gaza ne réintégreront pas notre humanité, et ça n'arrivera que quand le blocus de Gaza sera levé. Hein. On ne peut pas continuer à retrancher 2 millions, plus de 2 millions de femmes, d'hommes et d'enfants ainsi. Or, avant, ils étaient retranchés dans la bande, ça c'était avant 2023. Après, ils étaient retranchés dans la zone humanitaire. Et maintenant, on a ce qu'on appelle une ligne jaune qui fait que c'est un peu plus large que la zone humanitaire. On doit être à 150 km², mais complètement encerclés par Israël à l'intérieur même de la bande de Gaza. Donc ils sont coupés puis recoupés du monde. Hein. Et ça n'est pas possible. Ça n'est juste pas possible. Hein. Ça n'est pas supportable, ça n'est pas tolérable. Donc il faut que Gaza revienne à nous et que nous revenions à Gaza. Et sur ce message d'espoir, on va dire que c'est un message d'espoir, je vais clore ma présentation et me livrer avec beaucoup de plaisir et d'honneur à l'échange avec vous toutes et tous. Merci de votre attention. Le plan Trump. Alors vous savez que Trump, il adore donner son nom à tout. Voilà. C'est comme ça. Donc, il y a un plan Trump pour Gaza. Dans le plan Trump, il y a écrit qu'il y aura un conseil de la paix de Gaza présidé par Donald Trump. C'est écrit. Donc, une fois qu'on a dit Trump une fois, 2 fois, 3 fois, 5 fois, 10 fois, qu'est-ce qui se passe à Gaza? Il se passe la continuation de la guerre sous une autre forme. Et c'est là où je ressens le décalage entre la perception de Gaza et la réalité de Gaza. C'est-à-dire que dans une grande partie du monde, il y a l'idée « Ah, il y a un cessez-le-feu à Gaza depuis le 10 octobre, donc c'est réglé. Donc c'est terminé. » En fait, ce n'est pas terminé du tout. D'abord parce que, comme je vous l'ai dit, il y a une ligne jaune, il y a les Israéliens qui contrôlent 58% de la bande de Gaza, qui est pratiquement inhabitée et inhabitable, et donc la population sur 42%. Alors j'ai essayé de calculer, c'est 2 fois la densité de Hong Kong, sauf qu'à Hong Kong, il y a des immeubles. Donc là, ça veut dire que c'est une densité très forte. Là, actuellement, les habitants de Gaza ont entre 1,5 m² et 1 m² d'espace de vie. Imaginez un peu, de vie. Hein. Donc, on est dans cette situation où vous avez une forme de réalité alternative que Trump et les réseaux sociaux accréditent. Voilà, c'est terminé, j'ai dit que c'était terminé. Alors effectivement, et c'est une très bonne nouvelle, les otages israéliens survivants de l'attaque terroriste du Hamas ont été libérés. Ils étaient 20, on aurait fait l'accord plus tôt, ils auraient été plus nombreux à être en vie, vu que des dizaines sont morts, soit tués par le Hamas, soit dans des bombardements israéliens. Donc, libération des otages, libération de prisonniers palestiniens en échange, mais une fois qu'on a fait ça, on se rend compte qu'on est face aux problèmes les plus importants. Et là, moi j'ai été diplomate 20 ans, et je ne le dis pas pour vous faire sourire, je l'ai dit cet automne à mes étudiants, j'ai dit, moi, Trump pour son plan, je ne lui mets pas la moyenne. C'est mal écrit, c'est mal structuré,
il y a des problèmes de passage d'une phase à un autre du plan, il n'y a pas de mécanisme de surveillance, il n'y a pas de sanctions contre les violations de la trêve. Donc non, pas la moyenne. Vous revenez, Donald, vous refaites votre copie. Le problème, c'est que sa copie, c'est devenu le texte de référence. Ce qui en dit long sur notre monde. Un monde où le plan Trump est une référence, ça s'est vraiment dégradé. Parce que sur le Moyen-Orient, on a beaucoup de choses qui permettraient d'avancer, des éléments de droit international, des résolutions de l'ONU, des plans de paix précédents. Là, on a un deal. Vous savez que Trump est très fier. Il a écrit un livre qui s'appelle « L'art du deal ». D'ailleurs, ce n'est pas lui qui l'a écrit, mais ça, ce n'est pas le problème. Mais le deal en question, c'est une transaction immobilière à New York. C'est pour ça, on a déjà oublié que en février dernier, Trump parle de la Côte d'Azur du Moyen-Orient, la Riviera, qui va transformer Gaza en Riviera. Lui, en fait, son obsession, elle est celle d'un ancien promoteur immobilier. Il voit un territoire qui, de son point de vue de promoteur immobilier, a une valeur nulle, parce que tout est détruit. Enfin, pas tout, 80%, 90%, c'est-à-dire qu'il faudrait mieux que tout soit détruit, parce que là, par exemple, les morts lors des intempéries, c'est des réfugiés qui s'étaient installés dans des immeubles branlants qui se sont écroulés avec la tempête. Donc, en fait, il faudrait mieux que ce soit détruit complètement pour qu'on puisse repartir de zéro. Trump, son équipe a calculé qu'il peut valoriser, c'est son obsession, faire du fric, valoriser la bande de Gaza à 300 milliards de dollars. Donc, vous avez beaucoup de gens qui, actuellement, se sont fait beaucoup d'argent sur Gaza. Il faut voir que pendant qu'on meurt à Gaza, il y a des profiteurs de guerre qui amassent des fortunes et beaucoup de promoteurs qui travaillent sur comment faire encore plus d'argent avec les ruines de Gaza. Donc, le plan... Alors, il faut déjà savoir que Trump a fait son plan parce qu'il voulait le prix Nobel de la paix. Le prix Nobel de la paix était décerné le 10 octobre. Donc, il a fait son plan le 29 septembre et il a obtenu le cessez-le-feu le 9 octobre. Alors, le problème avec Trump, c'est qu'il ne sait pas qu'il y a des règles. Le prix Nobel de la paix, les candidatures sont déposées plusieurs mois avant. Mais lui, il croyait que ça suffisait. Trump prétend qu'il a déjà réglé 3 guerres depuis qu'il est à la Maison-Blanche. 8 guerres depuis qu'il est à la Maison-Blanche. Sur le terrain, c'est un peu plus compliqué que ça. En fait, il y a, comme toujours avec lui, des effets d'annonce, mais il n'y a pas de réalité sur le terrain. Mais c'est ça, c'est cette réalité alternative. On dit, voilà, j'ai fait la paix, donc j'ai fait la paix. Parce que j'ai dit que j'ai fait la paix. Et je faisais référence à Orwell, la guerre, la paix. Or, on voit que la paix dont il parle, c'est une autre forme de guerre. Alors, ça n'est plus la guerre ouverte qu'on a vue, mais on a quand même eu 400 Palestiniens qui ont été tués, un peu moins, enfin près de 400 Palestiniens, en un peu plus de 2 mois. Donc, c'est quand même beaucoup de morts tués. Et puis, on oublie toujours les victimes indirectes, c'est-à-dire que les nourrissons morts de froid, les victimes des intempéries, les morts de manque d'accès aux soins, les morts de faim, ça, c'est pas comptabilisé dans les morts. Donc, c'est beaucoup plus important. Les morts indirectes, ça aggrave le bilan. Alors après, c'est des estimations, mais on a là aussi le vertige. Ça ne l'intéresse pas. Trump, ce qu'il veut, c'est pouvoir dire « j'ai fait la paix ». Et puis surtout, ce qu'il veut, c'est pouvoir aller devant le Parlement israélien le 13 octobre et être ovationné encore plus qu'au Congrès américain, et puis après aller en Égypte, où
une vingtaine de dirigeants, musulmans, arabes, européens, ont dû quand même l'attendre pendant 4 heures. Hein, ils doivent là aussi lui faire une ovation de circonstance. Donc on est dans cette situation où Trump n'arrive à rien. Il n'arrive à rien sur l'Ukraine, il n'arrive à rien à Gaza. Et il n'arrivera à rien parce que, alors ça c'est l'ancien diplomate qui parle, si vous voulez un règlement durable, il faut régler les problèmes de fond. Sinon, on a un cessez-le-feu. Moi, je considère que c'est une trêve, que c'est même pas un cessez-le-feu. C'est une trêve. Donc, trêve, ça veut dire que la guerre peut reprendre à tout moment. Hein. Donc, tant que, évidemment, l'armée israélienne ne se sera pas complètement retirée de Gaza, et tant que Gaza, comme je l'ai dit, restera coupé du monde, eh bien, on n'aura pas une vraie paix. Et même cette paix-là, elle sera instable si on n'a pas un horizon politique avec la solution à 2 États, donc entre l'État d'Israël dans ses frontières actuelles et l'État de Palestine que notre pays a reconnu en septembre dernier sur le reste du territoire de la Palestine historique, c'est-à-dire 3/4, 1/4, hein, ce qui n'est pas juste, hein, vu qu'on a à peu près autant d'Arabes que de Juifs sur cet espace partagé, mais ce qui est la conséquence de la défaite des Palestiniens, défaite qui est incontestable. Donc comme ils ont perdu, ils ont moins que ceux qui ont gagné. Mais encore faut-il qu'on partage la terre. Et tant qu'on ne la partage pas, ça veut dire qu'au lieu d'être séparés et de pouvoir vivre leur existence de manière plus ou moins autonome et donc respectueuse, eh bien les 2 populations sont entremêlées, hein, avec un rapport de force écrasant en faveur d'Israël, avec tout ce que ça implique en termes d'occupation, de colonisation, de bombardement, donc de poursuite de la guerre. Il serait bon que l'Europe, qui se mobilise pour l'Ukraine, pour éviter qu'on ait une paix de capitulation imposée par la Russie, se mobilise aussi pour qu'on n'ait pas ce type de paix du côté palestinien et qu'on ait un minimum de droits, un minimum de dignité et un minimum de sécurité qui soit aussi garanti aux Palestiniens. Il faut évidemment que la sécurité de l'État d'Israël et de sa population le soit, mais il n'y a pas de raison que les Palestiniens, eux, vivent dans une insécurité permanente. Donc ça veut dire qu'on est encore très loin, très très loin, des conditions minimales pour une reconstruction. Hein, parce qu'il faudrait déjà que la bande de Gaza ne soit plus occupée, qu'elle soit pacifiée, qu'on ait une aide humanitaire non seulement qui rentre de manière normale, ce qui n'est pas le cas, mais qu'on ait aussi à l'intérieur de Gaza des bulldozers, des tracteurs, des monte-charges et tout ce qui permet, avec évidemment beaucoup de sacs de ciment, beaucoup de toute l'ingénierie de la reconstruction, soit admis dans la bande de Gaza, ce qui n'est pas le cas, pour pouvoir la reconstruire. Mais cette reconstruction, elle n'aura de sens que s'il y a une perspective de paix. Sinon, moi j'ai connu des reconstructions antérieures, entre 2014 et 2023, où en fait on reconstruisait à l'identique pour redétruire. Donc ça c'est évidemment totalement exclu. Ce qui est certain, c'est que le jour où on changera d'approche pour Gaza, c'est-à-dire le jour où on voudra vraiment refaire de Gaza un lieu où on vit, avec une société, avec des universités, avec des écoles, avec des lycées, hein, tout ça a été détruit aujourd'hui. Hein, eh bien, à ce moment-là, les Palestiniennes et les Palestiniens seront au rendez-vous. Hein, ils sont totalement motivés, quel que soit ce qu'ils ont vécu, pour se mobiliser. Et, alors maintenant, ils ont beaucoup souffert, hein, pour ceux qui ont survécu, mais ils ont tous beaucoup souffert, ils sont tous, s'ils ne sont pas blessés, ils sont tous très atteints psychologiquement, voire psychiatriquement, pour toutes les raisons que vous imaginez.
mais chacun contribuera. En fait, c'est ça dont il rêve, de pouvoir contribuer à vivre dignement sur leur terre, hein, avec ceux qui contribueront à construire, ceux qui contribueront à planifier, ceux qui contribueront à éduquer. Voilà, il faut savoir que la population elle est là, et c'est une population qui a un taux d'éducation qui est un des plus élevés du Moyen-Orient. Hein, et qu'à Gaza, on avait la même proportion d'étudiants dans la population qu'en France, 4%. Hein. Donc, les ressources humaines, elles sont là. Il n'y a pas besoin de faire venir des contractors qui seront payés des fortunes de l'étranger pour apprendre aux gens de Gaza comment on construit à Gaza. Parce que, voilà, Gaza, c'est très poreux. Le sol est très poreux. On ne peut pas construire comme ailleurs. Donc La Voix d'Ibn Rajab, c'est un film bouleversant, donc celles qui l'ont vu pourront en parler aux autres. Mais ce n'est pas un film sur Gaza, il faut avoir ça en tête. C'est un film sur notre impuissance individuelle et collective face à Gaza. C'est un film sur une voix qui nous parvient de l'horreur. C'est La Voix d'Ibn Rajab, qui est une fillette de 5 ans, qui le 29 janvier 2024 va survivre quelques heures dans la voiture familiale où son oncle, sa tante et ses cousins ont déjà été tués par la mitrailleuse d'un blindé israélien. Et elle survit et pendant de longues heures, elle est en contact avec les secouristes palestiniens qui essayent d'amener une ambulance pour la sauver. Et donc là, dans ce film, si vous le voyez, vous verrez la question de la coordination. C'est-à-dire que l'ambulance, elle est littéralement à quelques minutes, mais elle doit attendre pendant des heures le feu vert des Israéliens pour se déplacer. Et en fait, c'est ça le film, c'est la voix d'Ibn Rajab, et c'est ces gens qui veulent aider, qui n'arrivent pas à aider, alors que humainement, elle est à quelques pâtés de maison. Mais on ne peut pas accéder à cette fillette qui a compris que ses parents autour d'elle sont morts, mais qui ne sait pas si le sang sur elle, c'est le sien ou celui de ses cousins et cousines. Et elle va, elle aussi, mourir. Et les secouristes qui finalement vont vers elle vont aussi mourir. Mais ce qui est important dans ce film, c'est que c'est un film sur en fait notre rapport à Gaza. On est loin, on entend une petite voix, on essaie de faire quelque chose, mais on ne voit pas ce qu'a vécu Ibn Rajab. Ça, je ne sais pas comment ce serait soutenable d'ailleurs. On ne voit pas. On ne voit pas les 355 balles qui ont été tirées dans la voiture familiale. On ne voit pas les 12 jours pendant lesquels les corps se sont décomposés. Parce qu'il a fallu 12 jours avant que l'armée israélienne laisse l'accès à cette scène atroce. Donc ça, on ne le voit pas. On nous voit en fait, nous. C'est-à-dire on voit des Palestiniens qui se disputent, qui disent « Ah mais il faut y aller même sans feu vert, il faut... au contraire, il faut attendre la coordination parce que sinon les ambulanciers vont être tués. » À la fin, de toute façon, tout le monde meurt. Ça, c'est assez Gaza, quoi. On fait tout ce qu'on peut, puis à la fin, on meurt. C'est terrible. Ça n'empêche pas d'essayer de sauver des gens la fois d'après. Donc c'est un film très bouleversant, mais c'est pas... il faut comprendre que c'est pas un film sur la réalité de Gaza. La réalité de Gaza est infiniment plus violente. Et je vous souhaite qu'elle vous épargne. Hein, mais c'est un film sur ce que c'est que d'entendre cette réalité et de ne rien pouvoir faire pour éviter la mort d'une fillette de 5 ans. Israël, du fait de son histoire, a un statut d'exception, hein, qui a été mis en avant par Israël très tôt.
C'est le paradoxe d'un État qui est créé par un vote de l'ONU. Hein, c'est un vote des Nations Unies, vous l'avez étudié, hein, le plan de partage de la Palestine en 1947, qui fonde en droit international la légitimité de l'État juif, donc de l'État d'Israël, l'année suivante. Et en même temps, d'emblée, Israël se dégage d'un certain nombre de ses obligations en droit international. Hein. Donc c'est vrai des résolutions de l'ONU, notamment par rapport aux réfugiés palestiniens, mais c'est aussi vrai des conventions de Genève. Donc à partir de 1967, quand Israël occupe Jérusalem-Est, la Cisjordanie et la bande de Gaza, c'est donc une occupation. Donc les conventions de Genève de 1949 doivent s'appliquer à l'armée israélienne. Et en fait, Israël, d'emblée, dès juin 1967, décide d'en respecter l'esprit, mais pas la lettre, c'est-à-dire concrètement de les appliquer à la carte. Hein, vu que le droit, c'est le droit, on ne prend pas... Bon. Alors, comment c'est possible? D'abord, il y a l'effet accompli sur le terrain, hein, même si l'effet accompli sur le terrain ne crée aucun droit. Hein, une armée d'occupation n'a que des devoirs envers la population occupée. Et une occupation, même si elle dure, comme c'est le cas, hein, de Jérusalem-Est et de la Cisjordanie depuis 1967, donc je calcule bien depuis 58 ans, ça ne crée aucun droit. Hein, c'est toujours un territoire occupé. D'ailleurs, les Nations Unies parlent du territoire palestinien occupé, et ça inclut Jérusalem-Est, Cisjordanie et bande de Gaza. Sauf qu'en 1967, hein, Israël était, de 48 à 67, le grand allié d'Israël, c'est la France. Hein. C'est la France qui arme Israël, c'est la France qui livre la technologie nucléaire qui permet à Israël d'être officieusement une puissance nucléaire, même s'il ne le reconnaît pas officiellement. Mais en 1967, Israël bascule du côté des États-Unis en se présentant comme à l'avant-garde de la guerre froide des États-Unis contre le bloc soviétique. Or, les États-Unis ont un vrai problème avec la loi internationale. Parce que aux États-Unis, on ne reconnaît pas de supranationalité. On ne reconnaît pas un droit qui puisse s'imposer au droit américain. Moi, j'étais en poste aux États-Unis, j'ai dû faire du consulaire en Californie. Quand on leur expliquait, il y a ceci, il y a cela, ils me regardaient, mais ils ne comprenaient pas. Parce que pour eux, il y avait la ville de San Francisco, le canton de San Francisco, l'État de Californie, les États-Unis, puis voilà, et puis c'est tout. Et puis on règle l'idée qu'il y a des principes de droit international, qu'un diplomate peut visiter un ressortissant en prison, où que ce soit. Ça, aux États-Unis, c'est pas évident du tout. Donc, entre cette incompréhension américaine et cette mauvaise volonté israélienne, on est arrivé à une situation de blocage qui s'est aggravée du veto des États-Unis au Conseil de sécurité de l'ONU, qui a donc bloqué beaucoup de résolutions. Notamment pendant la guerre de Gaza, il faut savoir que Biden, pas Trump, Biden a émis 4 vétos à des résolutions qui appelaient pourtant la libération inconditionnelle des otages israéliens. Mais comme il y avait cessez-le-feu immédiat, eh bien, les États-Unis ont refusé parce qu'ils avaient fini par accepter ce que disait Netanyahou, victoire totale contre le Hamas. Bon, le Hamas est relativement plus fort aujourd'hui qu'en 2023, vu qu'on a détruit la bande de Gaza sans détruire la milice islamiste. Donc, là, on est dans une situation très grave, mais qui est très claire, qui a l'avantage de la clarté. C'est-à-dire qu'on a aujourd'hui 2 dirigeants qui sont visés par la Cour pénale internationale. Hein, Vladimir Poutine et Benyamin Netanyahou. Vladimir Poutine pour la déportation de milliers d'enfants ukrainiens en Russie, hein, qui est un crime de guerre.
et Benjamin Netanyahou pour différents crimes de guerre et pour des crimes contre l'humanité. Hein, et donc, là, c'est clair. Poutine, il sait que il ne peut pas beaucoup voyager parce qu'il y a des risques de comparution devant la Cour pénale internationale. Netanyahou, lui, il continue à voyager. Bon, il fait des petits détours dans l'espace aérien, mais enfin, il est reçu en Hongrie, il est reçu à Washington, il est reçu au Congrès, il est reçu à la Maison-Blanche, alors que c'est un délinquant international. Il y a un mandat d'arrêt international sur sa tête, au sens propre. Et là, récemment, le chancelier allemand est allé le voir comme si de rien n'était. Hein. Donc, c'est quelque chose de très grave parce que ce sont les démocraties occidentales qui cautionnent ce déni de droit. Et elles sont confrontées à leurs contradictions. Parce qu'après, quand elles vont en Afrique, en Asie, en Amérique latine, en disant ah, c'est affreux ce que fait Poutine en Ukraine, ah oui, parce que ce que fait Netanyahou à Gaza, c'est normal. Et donc, on a une vraie contradiction, mais qui est presque d'ordre intellectuel. C'est pour ça que moi, j'essaie d'expliquer, de faire de la pédagogie. Vous avez donc la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, qui est allemande. On sait qu'on a Viktor Orban, le Premier ministre hongrois, il est à la fois très pro-Netanyahou et très pro-Poutine. Au moins lui, c'est clair. Et très pro-Trump, évidemment. Au moins lui, il a tout pris sur le menu. Hein. Il n'y a pas de... Et au Parlement européen, c'était il y a un peu plus d'un an, Ursula von der Leyen l'a pris à partie et lui a dit on a 29 langues en Europe, mais dans aucune langue, paix signifie capitulation et occupation signifie souveraineté. Et moi, j'ai des copains palestiniens qui m'ont appelé, qui m'ont dit « Ah, ça y est, l'Europe va s'engager pour... » Non, c'était juste pour l'Ukraine. Ça ne concernait pas la Palestine. Hein. C'est pour ça que moi, j'essaie toujours de marcher sur mes deux jambes. Voilà, très souvent, oui, le plus souvent, quand je parle publiquement de Gaza, j'arbore les couleurs de l'Ukraine pour rappeler que les deux choses doivent aller de pair. Mais c'est lié désormais Trump, pour lui, le droit international n'existe pas. N'existe pas. Il faut savoir que ce qu'il voulait imposer comme accord sur les minerais rares, c'est-à-dire concrètement un accord de pillage des ressources de l'Ukraine par les États-Unis, il voulait le faire signer selon le droit de l'État de New York, selon le droit des contrats, pas le droit international. Hein. Donc ça, c'est un enjeu majeur. Hein, et vous allez faire plein de belles choses dans votre vie, mais il faut savoir que c'est un enjeu majeur du monde dans lequel vous allez vivre. C'est est-ce que la référence de droit va rester la référence majeure, ou est-ce que ce sera le rapport de force, le deal, hein, et dans un cas, ça veut dire qu'on est dans un monde quand même plutôt apaisé, plutôt où on a des normes, des moyens de régler les conflits. Dans l'autre cas, alors ça, je peux vous affirmer que ce qui se passe à Gaza ne va pas rester à Gaza. D'ailleurs, on voit dès maintenant, bon, c'est pas le sujet, mais les prédateurs qui se réveillent au Moyen-Orient. Là, il se passe plein de choses au Yémen qui n'intéressent personne. C'est dommage pour les Yéménites qui sont des gens extraordinaires. Il se passe plein de choses au Soudan qui n'intéressent personne. C'est dommage pour les Soudanais qui sont des gens extraordinaires. Mais ce sont des gens qui sont supposés être dans le même camp qui s'entre-déchirent. Parce que s'il n'y a plus de règles, à ce moment-là, chacun va essayer de faire la peau à l'autre pour se faire encore plus de bénéfices, prendre encore plus de territoire, etc. etc. On n'a jamais rien trouvé de mieux que le droit pour gérer les contradictions de manière pacifique. C'est d'ailleurs pour ça qu'on l'a inventé. Mais là, on a littéralement à Gaza réveillé les monstres. Hein. Donc oui, moi les gens de Gaza, je suis toujours en contact avec eux, hein, quotidiennement, évidemment. Et là, je vous le lis, bon, c'est
Oui, c'est une anecdote, mais pourquoi pas. Mais il y a un médecin très courageux de Gaza, avec donc un pilier de Médecins sans frontières. Ben, j'ai eu l'immense émotion de le retrouver au Zénith à Paris le 9 décembre. Il y avait un concert Together with Palestine. Il y avait Pomme, il y avait Aurora, il y avait plein de gens formidables. Et j'ai retrouvé donc Abou Abed, ce médecin de Gaza. C'était très très émouvant, très très émouvant. Je ne sais pas comment choisir, peut-être le plus émouvant, c'est quand je suis parti. Parce que quand je suis parti, ils m'ont tous fait jurer de revenir, alors évidemment parce qu'ils sont très accueillants, etc., mais parce qu'ils m'ont fait jurer de revenir pour qu'ils puissent m'accueillir, parce que là, ils ne pouvaient pas m'accueillir, parce qu'ils étaient sous la tente, etc. Le sens de l'hospitalité à Gaza, c'est sacré. C'est sacré. Hein, ce sont des gens très, très généreux, très accueillants. Donc d'une certaine façon, c'est peut-être ça, qu'eux qui n'ont rien, ou moins que rien, me disent « Ah, cette fois-ci, on n'a pas pu bien te recevoir, mais on voudrait tellement te recevoir bien. » Je ne sais pas si l'image est bonne, mais imaginez que vous avez un copain, une copine, un parent, vous savez qu'il n'est pas bien du tout, qu'il ne va pas bien, dans sa tête, dans son corps, je ne sais pas. Et pendant 2 ans et 2 mois, vous avez fait que lui parler au téléphone. De temps en temps, un peu de visio. Mais quand vous le voyez, là, vous vous rendez compte que vous ne le reconnaissez plus. Vous voyez, l'expérience directe, physique, n'a absolument aucun substitut. Et il faut être sur place pour comprendre. Et il faut être sur place pour sentir. Donc moi, je vous dis tout par définition. Moi, quand j'ai fait mon livre, j'étais convaincu que quand il sortirait, il y aurait déjà des centaines de reportages de journalistes à Gaza. Je ne pouvais pas imaginer qu'au bout de 2 ans et 2 mois, il n'y ait toujours aucun grand reporter qui ait été admis à Gaza pour faire la couverture, ou plutôt l'ouverture du JT avec son casque et son gilet pare-balles, dans un paysage totalement apocalyptique. On n'a pas cette perception. Et moi, vous l'avez senti, j'ai confiance dans l'humanité. Je ne pense pas qu'un être humain peut voir Gaza sans s'effondrer. Quel qu'il soit, d'où qu'il soit, quelle que soit sa religion, sa nationalité, ses convictions, etc. C'est au-delà de tout. Parce que ce n'est pas un tremblement de terre, parce qu'un tremblement de terre, la nature fait des erreurs. La nature, elle épargne un immeuble par-ci, elle laisse de côté un bout de verger par-là. Là, non, c'est méthodique. Et il n'y a que l'homme qui peut faire des choses aussi systématiquement horribles. Donc ça, faut le voir. Mais Netanyahou, lui, l'a parfaitement compris. C'est-à-dire Netanyahou, évidemment, fera tout pour qu'il n'y ait pas de presse à Gaza. Il faut savoir que quand il y a eu cet été, si vous vous rappelez, il y a eu des parachutages d'aide. Moi, je suis contre, par principe, les parachutages d'aide. C'est très coûteux, c'est très dangereux. Les palettes d'aide peuvent écraser. Et c'est humiliant. Imaginez que voilà, on vous jette des chips, c'est très humiliant. Eh bien, Israël, parce que les différents pays, dont le nôtre, qui faisaient ces parachutages d'aide, emmenaient des journalistes pour montrer qu'ils étaient généreux avec Gaza, etc. Et Israël avait donné l'autorisation à condition que les journalistes ne prennent pas de photos de ce qu'il y avait en dessous.
C'est-à-dire qu'on pouvait voir juste l'aide qui sortait, mais on ne pouvait pas voir les ruines en dessous. Tellement c'est affolant, tellement c'est à en perdre le souffle. Hein. Bon, à la fin, au début, ils ont respecté, puis à la fin, il y a quand même des journalistes qui ont dit « mais on va faire notre métier ». Mais donc vous imaginez que rien que filmer d'en haut Gaza, c'est l'objet de négociations. Et que chaque reportage qui sort à Gaza, moi là j'étais à Londres pour présenter le livre, il y avait une journaliste de la BBC qui avait eu des problèmes terribles, juste pour montrer comment les médecins essayaient de continuer à travailler à Gaza. Donc l'occultation de la réalité de Gaza est très forte. Donc moi je ne vais pas mentionner tel ou tel dans le débat français. Alors vous savez qu'en France, on sait, tout le monde sait, hein, tout le monde sait sur tout. Vous avez un match de foot, tout le monde vous explique comment Mbappé aurait dû faire sa passe. Tout le monde sait. Vous avez un film, non, ce film-là, il aurait dû être mieux fait. Tout le monde sait en France. Évidemment, en politique, tout le monde sait. Hein, les Français savent. Voilà. Et les Français, ils savent sur Gaza. Pourquoi ? Parce que, au fond, quand vous entendez le débat sur Gaza, en tout cas comme moi qui est allé sur place, vous entendez des gens qui parlent d'eux, qui ne parlent pas de Gaza, hein, qui parlent d'eux pour s'opposer à d'autres, ou pour s'affirmer par rapport à d'autres, ou pour faire taire d'autres, ou que sais-je, mais c'est assez frappant. Et moi, je l'ai vu à mon retour, bon, je ne veux pas te dire, mais j'ai vu beaucoup de gens à mon retour, et alors, la première question, c'était « ah oui, bah, raconte et tout, ah oui, raconte-nous, raconte-nous ». Et en fait, dès la deuxième question, ils m'expliquaient ce qu'était Gaza, parce qu'eux, ils savaient. Et ce qu'ils voulaient, c'est que je conforte leur certitude sur Gaza. Ils ne voulaient pas s'ouvrir, être curieux. Vous voyez ce que je veux dire ? Parce que, et je comprends, je ne suis pas du tout satisfait, mais je comprends, parce que c'est une forme de mécanisme de défense. C'est-à-dire, ce qui se passe à Gaza est tellement atroce, tellement horrible, que ça peut vraiment faire chavirer, individuellement et collectivement. Alors, les puissances régionales, bien sûr, mais vous savez, quand on est à Gaza, c'est assez simple. Hein. Il y a Israël et il y a les Palestiniens. Hein. Et puis il y a les Nations Unies qui essayent plus ou moins de faire leur mission. Les puissances régionales, vous ne les voyez pas quand vous êtes là-bas. Hein. Les puissances régionales. Bon. Alors, les Palestiniens, eux, ils maudissent les Arabes. Alors à Gaza, je ne vous raconte pas ce qu'ils disent sur les Arabes, mais vraiment, ils peuvent dire du mal d'Israël ou des États-Unis, mais alors les Arabes, c'est vraiment... et surtout les Égyptiens, parce que les Égyptiens, ils ont tout vu, mais littéralement, seconde par seconde, depuis la frontière. Ils n'ont aucun doute sur ce qui s'est passé, et ils n'ont pas bougé le petit doigt. Et au contraire, ils ont racketté l'aide à Gaza, ils ont racketté les Palestiniens qui sortaient. Donc, oui, les puissances régionales, oui, bon, mais on est dans quelque chose qui en fait, nous empêche de voir Gaza. C'est pas pour pas répondre à votre question, hein, mais parce que les puissances régionales, elles peuvent faire ce qu'elles veulent, ça change rien à la réalité sur le terrain. Parce que sur le terrain, à la fin, il y a le cauchemar dans le cauchemar, hein, qui a été décrit d'emblée, hein, la domination islamiste et l'occupation israélienne, et c'est pas le jeu régional qui va changer. Enfin, comme vous avez cité 3 pays par correction, hein, je vais vous répondre très rapidement pour les 3. Donc l'Iran est complètement hors jeu. Hein. L'Iran a été très affaibli par la guerre de 12 jours avec Israël en juin dernier. Et de toute façon, alors là je peux en témoigner, on n'a jamais aimé l'Iran à Gaza. Mais les Israéliens sont arrivés à construire une espèce de mythe comme quoi l'Iran faisait la pluie et le beau temps à Gaza. Je peux vous dire, il les supporte pas. Bon. Parfois pour de très mauvaises raisons, parce que les Arabes et les Perses ne s'aiment pas forcément. Donc l'Arabie Saoudite, ben, on ne sait pas où elle est, vu que l'Arabie Saoudite, elle dit qu'elle va normaliser avec Israël, mais elle n'a pas normalisé, elle dit qu'elle veut soutenir les Palestiniens, mais en même temps elle ne fait pas grand-chose. Donc ceux qu'on voit le plus, hein, ceux qu'on entend le plus sur Gaza, c'est les Turcs.
hein. Et là, Trump est confronté à un vrai problème, parce que Trump, dans son deal, il aime bien Erdogan. Lui, de toute façon, un autocrate de plus. Voilà. Lui, il est prêt à faire du business avec la Turquie. Et il sait que l'armée turque est la seule qui pourrait, à Gaza, s'imposer au Hamas. Sauf que l'armée turque, c'est une vraie armée. Et donc les Israéliens ne veulent pas du tout qu'il y ait des militaires turcs qui arrivent à Gaza et qui éventuellement, à un moment, protègent les Palestiniens ou autres. Donc aujourd'hui, vous avez une force internationale de stabilisation qui était dans le plan Trump. Mais ça, c'est typique de Trump et de son irresponsabilité. C'est-à-dire Trump, il fait des plans, puis après, il dit bah, les autres paieront et les autres feront le sale travail. Voilà. Et puis nous, on ne fera rien. Hein. Les Américains ont dit qu'ils n'iraient pas dans Gaza. Donc qui va aller dans Gaza? Alors les Émirats ont tout de suite dit bah, nous, on n'y va pas. Hein. Là, l'Azerbaïdjan vient de dire nous, on n'y va pas. Il y a plein de pays. Alors apparemment, ils font signe aux Pakistanais, ce qui est quand même assez intéressant. Hein. Je doute que les Pakistanais y aillent. Donc, soit les Turcs y vont et on a une force qui pourra éventuellement tenir le terrain, parce que Gaza, ça va être très, 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 très dangereux. Hein. C'est très, très, très dangereux, mais ça va continuer d'être très, très, très dangereux. Soit, à un moment, et ça, c'est ce que Trump n'aime pas. C'est-à-dire, lui, en fait, le deal, quand il dit deal, c'est son côté totalement immature, c'est on se goinfre, quoi. Hein. Mais en fait, un accord de paix, la paix, c'est beaucoup plus dur que la guerre. Et je vais finir d'ailleurs sur ces considérations. Moi, j'ai été diplomate, donc je vous ai dit pendant 20 ans. J'étais au ministère de la Défense, j'étais au ministère de l'Intérieur, j'étais à Matignon comme conseiller. Hein. Donc j'ai vu des situations de guerre. Les situations de guerre, c'est difficile, c'est dangereux, mais c'est relativement simple. Il y a un ennemi, il faut le battre. La paix, c'est très dur. Là, actuellement, les Ukrainiens sont complètement déchirés parce que tant qu'ils étaient dans la guerre avec la Russie, il y avait plein de questions qui ne se posaient pas. Maintenant que la paix est évoquée, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'on va abandonner tel territoire? Donc la paix, c'est très dur parce que ça veut dire faire des concessions. Et faire des concessions, c'est faire des concessions sur ce qui est fondamental. Mais surtout, la paix, ça se fait généralement avec l'ennemi. Donc ça se fait avec celui qu'on a combattu, avec celui qu'on a détesté, avec celui qu'on craint. Et soudain, après l'avoir combattu, on va signer la paix, c'est-à-dire qu'on va déjà s'asseoir avec lui, et on va lui faire confiance sur l'avenir des enfants et des petits-enfants. C'est beaucoup plus dur que tout. Hein. L'accord israélo-palestinien, il a été négocié à Oslo. Oslo, c'est en Norvège. Hein. Donc, il y a un ministre norvégien, Jørgen Holst, qui était en fait le médiateur. Le gars, il était champion de ski nordique. Champion de ski nordique. Après la paix israélo-palestinienne, 2 ans après, il est mort d'une crise cardiaque. Je pense qu'il ne s'était jamais remis de la paix. C'est beaucoup plus dur, la paix. Donc on voit bien que tous les réseaux sociaux, tous les démagogues, tous les populistes, ils disent paix, 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 mais en fait ils disent paix à la Orwell, c'est-à-dire ils disent une autre forme de guerre qui m'arrangera et un statu quo où j'aurai gagné. La paix, c'est beaucoup plus difficile. Et c'est pour ça que notre pays s'honore d'avoir reconnu la Palestine et rouvert la voie vers la solution à 2 États. Mais en général, les amis sincères du peuple israélien et du peuple palestinien doivent les aider à faire ce qu'il y a de plus dur, c'est-à-dire la paix. Voilà, merci de votre attention.